Nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre le degré de préparation de la profession face à l'obligation de récolter les préférences ESG des épargnants pour l'ensemble des personnes pratiquant un conseil en investissement financier vis-à-vis d'épargnants. Si un certain nombre de la profession, si une certaine partie de la profession avait déjà cette obligation depuis août dernier, toute la profession doit à présent depuis le 1er janvier récolter les préférences ESG des épargnants. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Bonjour Guillaume Lucchini. Et d'être accompagné également par Kim Nguyen, président de Kermit. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Une question qu'on traite assez régulièrement avec vous d'ailleurs, Kim Nguyen, sur le degré de préparation de la profession. Alors quand je dis degré de préparation, c'est pas est-ce que la profession a envie de se préparer ou non, c'est est-ce qu'elle a toutes les cartes en main aujourd'hui pour pouvoir demander les préférences ESG des épargnants dans un premier temps et surtout ensuite mettre en place une stratégie qui permet de respecter les préférences ESG des épargnants. Oui, je crois qu'on peut commencer par repositionner ce qu'est MiFID dans la grande chaîne en fait, de la réforme, puisque, comme ça, on a parlé de SFDR, des produits qui sont aujourd'hui article 8, article 9, on ne va pas revenir dessus, mais il y a déjà, les sociétés de gestion sont déjà ont déjà créé des produits depuis longtemps. Il y a en bas de la chaîne, il y a les entreprises qui vont devoir aussi publier un certain nombre d'informations, mais ça ne sera pas avant 2024, il ne faut pas l'oublier, donc on avance un peu en ordre dispersé. Puis au bout de la chaîne, il y a effectivement les préférences de l'investisseur qui sont un peu la clé, savoir ce qu'il va vouloir lui faire avec son argent et dans quel sens il va vouloir évoluer, sachant que effectivement la finance responsable c'est large, il y a plein de sujets, il y a la biodiversité dont on vient de parler, il y a le climat, il y a qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent, et ça c'est vraiment une des clés, et comme vous l'avez rappelé, c'est obligatoire. Il y avait un départ en août, en France on avait une dérogation pour les CIF qui sont un statut un peu particulier à la France qui est dérogatoire dans le règlement européen, donc on avait eu un décalage pour eux les CIF, mais depuis le 1er janvier, donc depuis quelques jours, ça y est, c'est obligatoire pour tout le monde. Donc maintenant effectivement, de la même manière qu'avant, effectivement on était obligé de demander aux investisseurs leur appétence au risque, de se renseigner un peu sur leur position familiale, sur leur argent à placer, etc. Aujourd'hui, il va falloir leur demander ce qu'ils veulent faire d'un point de vue durable. Ça, c'est une obligation maintenant. Mais le sujet, c'est que donc, quand on parle d'appétence au risque, il y a une manière très précise de récupérer ces informations et de donner un score d'appétence ou d'aversion au risque. En matière de préférence ESG, les choses sont un petit peu plus floues sur le sujet. Alors, il y a eu quand même des directives données par l'ESMA, donc l'autorité européenne des marchés financiers. En revanche, il n'y a pas de demande codifiée pour tous les CGP ou tous les conseils en investissement financier en France. Peut-être Kim Nguyen et ensuite Guillaume Lucchini. C'est là où, alors effectivement, on pourra échanger, mais c'est vrai que ça va devenir très compliqué parce qu'il y a des points obligatoires. La réglementation, elle impose certains points. Il y a 3 points qui sont de passage qui sont obligatoires. Après, effectivement, c'est assez libre, mais sachant que le sujet est tellement complexe qu'on a du mal aujourd'hui à voir comment on va pouvoir expliquer et recueillir la vraie préférence des investisseurs. Et ça devient tout l'enjeu du questionnaire, ou d'un questionnaire, mais aujourd'hui, dont on n'a pas encore de modèle universel, on l'évoquait il y a quelques minutes, ça va devenir un sujet très, très important aujourd'hui, effectivement, de pouvoir non seulement recueillir cette préférence, et puis après de la traduire dans un portefeuille financier. C'est le vrai enjeu. Guillaume Lucchini, alors l'année 2023 vient à peine de débuter, mais est-ce que vous avez vu une manière différente de procéder dans les rendez-vous que vous pouviez avoir avec des épargnants du fait de cette obligation de récolter maintenant les préférences ESG des épargnants? Alors, j'en parlais avec Kim juste avant. Je pense que cette volonté d'inscrire cet engagement de durabilité, d'environnement, de climat, elle est propre et un peu à l'ADN finalement de chacun des conseillers. Ce qu'on l'a vu dans les différents sondages qu'il y a pu y avoir ces dernières années, c'est qu'on s'est rendu compte que si on ne parlait pas de durabilité, c'est que très souvent, l'intermédiaire financier n'avait pas les cartes en main pour en parler et n'avait pas forcément un intérêt particulier à en parler. Donc je pense que beaucoup de cabinets de conseil qui ont intégré ce volet climat, ce volet engagement, très souvent avec les départements philanthropie comme chez nous, on a un ADN qui est plus fort sur ces sujets-là. Et on s'est bien évidemment préparé depuis très longtemps parce qu'on a intégré ça sans forcément avoir finalement cette obligation réglementaire. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on fait nous par envie, ça devient une obligation pour beaucoup. Donc c'est là où on change de paradigme.
Avec quand même, alors il n'y a pas de questions qui sont écrites pour vous, mais il y a quand même des points très spécifiques à respecter. Est-ce que ça change complètement la manière dont on aborde une discussion avec un épargnant? Parce qu'il faut échanger avec lui, j'imagine qu'on ne lui demande pas simplement est-ce que vous avez envie qu'on prenne en compte ou non des critères ESG. Là, la réponse serait trop facile. J'imagine qu'il faut aller un petit peu plus loin. Exactement, c'est toute la question, et notamment on le voit puisque je suis président d'une commission ISR à l'Anacofi, et comme on en parlait aujourd'hui, toutes les associations sont en discussion avec les autorités de régulation sur ce fameux questionnaire qui sera proposé aux différents adhérents, puisque ce questionnaire peut être différent d'une association à l'autre. La question, comme on le disait avec Kim, c'est qu'il respecte quand même un certain nombre de points, et on voit que le sujet, c'est sur la granularité de l'information, parce que parler de ESG, est-ce que vous souhaitez faire du bien au climat par votre investissement? Il y a rarement des gens qui vous disent non, ça arrive je veux quand détruire même. la Terre. Assez peu. Mais la question, c'est toute la granularité qu'on va y apporter. Et puis le véritable problème, il n'est pas finalement dans le questionnaire et dans le recueil de l'information. Parce que typiquement, je pense que dans un rendez-vous de découverte avec un client, c'est peut-être là où on va le plus échanger, puisque ça va nous permettre de connaître la personne, ses envies. On va générer une interaction qui est plus forte que sur le domaine financier pur, puisqu'on le sait très bien que la majorité des clients et des investisseurs français, ils sont quand même très profanes sur le domaine financier. Donc parler finalement du risque climatique, du réchauffement, des rapports du GIEC, c'est des choses qu'ils entendent très régulièrement. Donc je pense que ça favorise d'autant plus la discussion. Maintenant, toute la complexité, et comme Kim le disait, c'est plutôt comment je vais le traduire en acte, parce que c'est bien beau de recueillir la volonté du client, mais de l'autre côté, très souvent, faut savoir que le conseil, il est, on va dire, encadré dans des produits qui sont très souvent des produits d'assurance vie. Donc, bien sûr, on a l'assureur. L'assureur, c'est lui qui fait un référencement du côté il a sa propre stratégie. Des sociétés de gestion, des fonds, etc. Donc, au final, on se retrouve à recueillir un consentement, de la plupart du temps, qui est très large, avec un environnement qui est sous contrainte, qui est encore plus contraint avec ces normes SFDR et autres. Et en fait, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'avant d'avoir les rapports extra-financiers, qui sont des obligations plus 2024, on vient demander aux intermédiaires financiers de contraindre justement cette complémentarité entre recueil d'informations, besoins, objectif et finalement le sous-jacent qui est le produit financier. Sauf que derrière, on n'a pas les outils on n'a pas les outils pour flécher les investissements selon la volonté des épargnants. Je pense que ces outils, là encore, chaque cabinet n'est pas équipé de la même façon. C'est que quand vous avez des cabinets qui sont des cabinets de grosse taille, vous avez accès à des outils professionnels qui vous coûtent d'ailleurs une fortune, qui vous permettent effectivement d'ouvrir le capot et de pouvoir vraiment avoir des filtres et de savoir exactement ce que j'ai dans le portefeuille. Quand vous êtes un CGP, que vous avez 3 personnes dans votre cabinet, c'est des outils que vous n'avez pas. Donc la question qui va se poser justement, c'est comment ces cabinets vont être en capacité demain de pouvoir faire justement cette interaction entre besoins clients au-delà du profil de risque qui était on va dire le premier échelon et le produit au final qui est lui-même très peu lisible, avec en plus on va dire une réglementation qui englobe taxonomie, SFDR, label, enfin c'est... Kim Nguyen, si j'entends ce que nous dit Guillaume Lucchini, est-ce que le risque, c'est pas justement de se retrouver avec une discussion avec l'épargnant qui serait trop flou volontairement pour pouvoir ensuite avoir quelque chose qui rentrerait dans les cases de ce qu'on pourrait lui proposer? Flou, je ne sais pas, parce que je voudrais revenir sur ce que disait Guillaume, tout à fait exact, et qui est vraiment important pour moi. Je pense que le problème de la taxonomie, pour moi, il cristallise beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'on va demander, et ça c'est un des points obligatoires, on va demander à l'épargnant le pourcentage de taxonomie, d'alignement taxonomie qui va dans son portefeuille. Et pour moi, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, 1, il faut qu'il comprenne la question. Est-ce qu'il faut qu'il sache ce que c'est que la taxonomie ? Voilà. Que le CGP sache ce que c'est que la taxonomie. Déjà, il y a 2 sujets. Et donc là, il y a un vrai enjeu de formation, dont on a déjà parlé quand on s'était vu précédemment, mais je pense que c'est vraiment crucial, et l'ESMA l'a souligné en septembre, le rôle du conseiller est un vrai rôle de passeur d'informations, de transmission, d'explication sur ce sujet-là. Et puis après, la taxonomie, une fois que le client, admettons qu'il vous dise 20%, il faut avoir les chiffres, et aujourd'hui, on ne les a pas. Et donc c'est là où on avance en ordre dispersé, où les pièces du puzzle se mettent, mais pas tous au même rythme, et donc c'est assez compliqué. Et donc c'est là où on a normalement, on a quand même des questions très précises, très pointues. Le pourcentage d'alignement, c'est un chiffre très clair qu'il faut écrire.
Mais si on n'a pas les outils et si la personne ne comprend pas, on est dans une vraie difficulté avec le problème de ce qu'on en parlait aussi avec Guillaume, c'est de dire bah oui, mais à un moment on risque la question fourre-tout, c'est-à-dire d'ailleurs vous comprenez pas et du coup faites-moi confiance, je le ferai pour vous quoi. Et cochez la case et vous signez. Et là on va se retrouver avec business as usual. Les gens vont faire effectivement. On aura signé un papier en plus, mais on fera exactement comme avant. Exactement. Et c'est pas l'enjeu. Je pense que l'enjeu là, il est beaucoup plus large que ça. Si on veut vraiment que la finance elle avance, il va falloir que tout le monde s'y mette là-dessus. Et ça commence effectivement par les CGP qui sont intermédiaires, les sociétés de gestion, les produits. Mais tout ça, les maladies, ils sont conscients que ça avance en ordre dispersé, mais que il faut que la machine avance parce que sinon, on démarrera jamais. Donc là, on est tous dans une position inconfortable, mais je crois que malheureusement, il va falloir s'y faire un petit peu. Non, mais je pense que, comme le disait Kim, il y a un volet qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en obligeant, on va augmenter la communication justement sur cet aspect-là dans la finance. Et jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était très peu présent, puisque le maillon qui est important, c'est la personne qui va conseiller. Si le conseil ne propose pas, ou n'a pas d'obligation, finalement, c'est quelque chose qui reste très parcellaire. Et c'est tous les chiffres des différents rapports qui ont pu être rédigés sur le sujet ces dernières années, c'est de dire que la majorité des Français aimeraient pouvoir aligner conviction, éthique et investissement. Et très souvent, c'est l'intermédiaire qui va s'occuper justement de cette intermédiation financière, qui est très souvent très peu armé et qui ne va pas le faire. Maintenant, en obligeant, on va quand vous dites que ajouter de la communication. La majorité des Français aimeraient, ça veut dire que c'est des sujets qui sont soulevés par les épargnants dans les discussions que vous pouvez avoir avec eux, ou c'est quand même à l'intermédiaire financier d'amener le sujet? Je pense que là-dessus, il y a une vraie différence en fonction des générations, des générations de clients. C'est-à-dire que quand vous prenez la génération qui a aujourd'hui 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont beaucoup plus impactés par ces sujets-là que quelqu'un qui a 60, 70 ans. Et c'est vrai qu'il y a une lame de fond qui vient justement par la jeunesse. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où on voit que les jeunes sont beaucoup plus impliqués dans ces notions de climat, d'environnement. Enfin, on voit Greta, des gens comme ça. C'est quelque chose de nouveau, mais parce que c'est des gens qui s'intéressent beaucoup plus à l'écologie, à l'environnement et ce que va devenir la planète. Et ça, je pense que ça, c'est une force. Et c'est ce qui fait que, finalement, le conseil est obligé aussi d'évoluer parce que son entourage, sa clientèle demain, c'est une clientèle qui sera en demande sur ces sujets-là. Mais alors, justement, Kim Nguyen, je prends l'excès inverse. On se retrouve en face d'un épargnant qui sait exactement ce qu'il veut et qui, lui, est intéressé essentiellement par des investissements avec un biais climat. C'est son sujet, ses valeurs à lui ou à elle. Est-ce que là, l'intermédiaire financier est suffisamment armé pour orienter les investissements que dans ce sens-là et s'extraire, par exemple, du volet social ou gouvernance qui sont aussi dans les normes ESG? Je crois qu'on va revenir sur ce qu'évoquait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la taille du CGP et les outils qu'il emploie, parce que clairement, aujourd'hui, compte tenu du fait que je disais tout à l'heure, les sociétés de gestion ont évolué, donc il y a des produits thématiques, il y a des choses. Le problème, c'est qu'il faut être capable de les trouver, il faut être capable de les exploiter, il faut qu'ils soient référencés dans l'assurance vie avec lequel le conseiller travaille, et puis après, il faut qu'il soit capable de reporter le conseiller là-dessus, de dire bah oui, dans tous vos investissements, parce qu'il n'y a pas qu'un seul fonds, il y aura plusieurs unités de compte, qu'on fasse une synthèse et que je sois capable de vous dire voilà où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs climat. C'est énorme. Et ça, pour un petit CGP qui a quelques dizaines de clients, ça va devenir un problème insurmontable qui peut, alors j'espère pas, parce que je pense que tout le monde a son utilité, mais il ne faut pas que ça crée une fracture dans la profession entre les gros cabinets et les petits cabinets qui ne peuvent pas survivre parce qu'on leur a mis trop sur le dos d'un coup. Donc je pense que c'est un vrai danger qu'on voit un peu aussi sur les sociétés de gestion. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tonne d'obligations réglementaires qui tombent, on voit qu'il y a quand même une rupture aujourd'hui dans le monde des sociétés de gestion entre les petits qui suivent tant bien que mal et qui ont parfois du mal à suivre au rythme qui leur est imposé, puis les gros qui se dotent d'outils, de bases de données. Et donc ça, c'est un vrai risque de fracture. Alors je pense que tous les CGP, quelle que soit leur taille, ont un rôle à jouer aujourd'hui dans l'accompagnement. Donc mais ça va être beaucoup plus lourd pour un petit CGP quelque part. Enfin, quand on dit petit, en tout cas pour un cabinet de taille... C'est un sujet qui est important parce que si on met de la granularité, ça veut dire qu'on est capable de faire du sur-mesure et de la personnalisation d'une famille à l'autre. Mais cette personnalisation, si vous avez 25 fonds pour la famille 1, 25 fonds différents pour la famille 2 et que vous avez 300, 400 000 oui, on fait du sur-mesure, beaucoup, plusieurs milliers de clients, comment vous faites pour suivre ces portefeuilles-là? Parce qu'en fait, la notion derrière aussi, c'est le suivi. C'est qu'à un moment donné, l'ultra-personnalisation, l'inconvénient de tout ça, ça veut dire que j'ai des portefeuilles qui peuvent être complètement différents d'une famille à l'autre, et en termes de suivi, c'est compliqué. Et donc du coup, là, on revient sur l'autre obligation réglementaire qui est le profil de risque. Oui.
Et donc, donc, le profil de risque et aussi l'adéquation, parce qu'on en parlait. Ouais. Enfin, là, on parle beaucoup du questionnaire, qui est la partie initiale, mais après, il va falloir que le CGP il fasse une adéquation, qu'il vérifie que le portefeuille est toujours en ligne avec ce que. Alors que le portefeuille peut évoluer, effectivement. Bien sûr, évoluer, donc ça veut dire qu'il faut les outils pour récupérer l'information, il faut les outils pour traiter l'information. Donc là, on est dans une. Puis on l'a vu avec notamment Amundi, qui est référencé de l'article 9 en article 8. Donc quand vous faites votre allocation et que vous avez Faut tout en plus changer, là, pour le coup. ce type d'événement qui intervient, voilà, c'est des choses que aujourd'hui, une petite structure n'est pas en capacité d'appréhender. Et puis je pense que même les grosses, puisque les grosses finalement, c'est juste un multiple de clients. C'est pas plus en cours pour des plus gros clients. Très souvent, c'est un multiple pour plus de clients. Même les grosses structures ne vont pas être capables de faire ça. Je pense pas. Et le risque qu'on a, et comme le disait Kim, c'est qu'on arrive à un schéma où j'ai un peu une casse fourre-tout et dans mon allocation, j'ai du E, du S et du G, et puis je pondère un tout petit peu d'un côté ou de l'autre, mais je suis pas dans l'ultra-personnalisation comme ce que voudrait le... Il nous reste encore quelques secondes. Kim Nguyen, qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre cela possible si j'entends qu'aujourd'hui, dans le schéma actuel, ça n'est pas possible? Je pense qu'il y a déjà une problématique de mutualisation, mais que des associations comme l'Anacofi peuvent essayer d'apporter avec des questionnaires standards qui vont aider tout le monde. Et puis, vraiment, il y a une problématique de formation qui passe par la formation des intermédiaires et eux-mêmes qui iront former les particuliers, parce qu'il faut que tout le monde soit conscient que, comme sur la consommation ou sur l'énergie, avec la finance, on peut aussi essayer de faire quelque chose. Merci beaucoup, Kim Nguyen, président de Kermit. Merci, Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.